Prenez un instant pour vous installer confortablement. Relâchez vos épaules et laissez le monde extérieur s'éloigner. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement l'histoire d'une chanteuse, mais celle d'une voix née de la fragilité, capable de toucher l'âme humaine au plus profond. Laissez-vous guider, sans hâte, dans l'univers d'Édith Piaf, où la douleur devient musique et la peur, vérité. Si cette plongée vous touche, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Maintenant, écoutez et laissez l'histoire commencer. Naître dans le manque. Édith Piaf n'est pas née dans la lumière, elle est née dans le manque, dans l'absence, dans une France où certains enfants arrivent au monde sans promesse autre que celle de survivre. Dès ses premiers instants, tout autour d'elle semble dire que la douceur sera rare, que la stabilité ne sera jamais acquise et que l'amour devra être conquis, parfois arraché, jamais simplement donné. Ce point de départ n'est pas anecdotique, il est la clé de tout ce qui suivra. Sa naissance ne s'inscrit pas dans un foyer rassurant, mais dans une atmosphère d'errance. Sa mère, chanteuse de rue, vit déjà dans une instabilité chronique. Son père, acrobate, est souvent absent, happé par ses propres combats et ses propres fragilités. L'enfant ne reçoit ni cadre fixe, ni continuité affective. Très tôt, elle apprend que le monde ne s'adapte pas à elle, c'est à elle de s'y adapter. Cette leçon, brutale, deviendra plus tard une force artistique redoutable. Le manque n'est pas seulement matériel, il est émotionnel, structurel, presque existentiel. L'enfant est confiée, déplacée, reprise, abandonnée à nouveau. Elle ne peut jamais s'installer durablement dans un lieu ni dans une relation. Ce mouvement perpétuel forge chez elle une hypervigilance constante. Elle observe tout, ressent tout, anticipe les ruptures avant qu'elles n'arrivent. Cette sensibilité extrême n'est pas encore de l'art, c'est un mécanisme de survie. Dans cet univers instable, la rue devient rapidement un décor familier. Elle n'est pas idéalisée, elle est bruyante, imprévisible, parfois dangereuse. Mais elle a une particularité essentielle, elle ne ment pas. La rue récompense immédiatement ce qui est vrai et punit sans délai ce qui sonne faux. Pour une enfant privée de repères, ce rapport direct à la réalité est paradoxalement rassurant. Là, personne ne promet ce qu'il ne peut tenir. Très tôt, Édith comprend que l'attention est une monnaie rare. Il faut la mériter, il faut la capter, il faut parfois la voler. Cette intuition deviendra plus tard le cœur de sa présence scénique. Mais à ce stade, elle n'est encore qu'un instinct brut, celui de ne pas disparaître. Car le danger le plus constant de son enfance n'est pas la faim, ni le froid, ni même la peur, c'est l'effacement. Être oublié, être laissé derrière, être une silhouette de plus dans le flot humain. Cette angoisse silencieuse façonne son rapport au monde. Elle ne cherche pas seulement à être aimée, elle cherche à être vue, entendue, reconnue comme existante. Ce besoin fondamental donnera plus tard à sa voix une intensité presque douloureuse, comme si chaque note devait prouver qu'elle est encore là. L'absence de protection adulte stable a une conséquence directe. L'enfant se construit seul. Elle développe une autonomie précoce, mais aussi une fragilité émotionnelle profonde. Elle ne sait pas faire confiance durablement. Elle s'attache vite, trop fort, avec une peur panique de perdre ce qu'elle vient à peine de trouver. Ce schéma se met en place très tôt, bien avant les amours passionnels qui marqueront sa vie d'adulte. Il serait tentant de romantiser cette enfance difficile, d'y voir une sorte de terreau magique du génie, mais la réalité est plus âpre. Rien n'est prédestiné. Beaucoup d'enfants connaissent le manque sans jamais transformer leur douleur en création. Ce qui distingue Édith dès ses premières années, c'est une capacité rare à absorber le réel sans se fermer. Elle ne se protège pas en se durcissant, elle reste poreuse, ouverte, vulnérable. Cette vulnérabilité, dangereuse pour l'enfant, deviendra une arme pour l'artiste. Dans ce chaos affectif, la voix apparaît presque par accident. Elle n'est pas encore un outil maîtrisé, ni même un projet conscient. C'est un réflexe, une manière de combler le silence, une façon instinctive d'occuper l'espace. Chanter n'est pas encore une vocation, c'est une nécessité. Comme respirer un peu plus fort pour être sûr de ne pas s'éteindre. Ce qui est frappant rétrospectivement, c'est l'absence totale de calcul. Il n'y a pas de plan, pas de stratégie, pas d'ambition formulée.
Il y a seulement une enfant confrontée à l'instabilité permanente qui cherche inconsciemment un point fixe en elle-même. Ce point fixe sera la voix. Pas la beauté, pas la technique, pas la virtuosité. La voix comme trace, comme empreinte, comme preuve d'existence. Le manque forge aussi un rapport particulier au corps. Le corps n'est pas un allié fiable, il est exposé, vulnérable, parfois malade. Il subit. Très tôt, Édith apprend que le corps peut trahir. Cette méfiance vis-à-vis de la chair nourrira plus tard une relation presque mystique à la voix, perçue comme quelque chose de plus fort, de plus durable, de presque indépendant du corps lui-même. Dans cette première période de vie, rien n'annonce encore la célébrité. Rien n'indique le destin hors norme, mais tout est déjà là, en germe. La peur de l'abandon, la quête de reconnaissance, la capacité à transformer la douleur en intensité et surtout ce lien viscéral entre souffrance et expression. Le fil rouge de son existence se met en place sans qu'elle n'en ait conscience. Naître dans le manque ne signifie pas seulement commencer sans rien, cela signifie apprendre très tôt que chaque chose peut disparaître. Cette conscience aiguë de la perte imminente donnera à Édith Piaf une urgence permanente. Plus tard, elle chantera comme si chaque chanson pouvait être les dernières. Ce n'est pas un effet de style, c'est une mémoire corporelle enracinée dans l'enfance. Ainsi s'achève ce premier chapitre. Pas sur un événement spectaculaire, mais sur une réalité fondatrice. Une enfant fragile, plongée dans l'instabilité, qui apprend à survivre en restant intensément vivante. Tout ce qui suivra ne sera que le déploiement de cette vérité initiale. Voir sans voir. L'enfance d'Édith ne se contente pas du manque matériel et affectif. Elle bascule très tôt dans une expérience encore plus radicale, la perte de la vue. Cette période marque un tournant silencieux mais décisif, car elle modifie durablement sa manière de percevoir le monde, les autres et elle-même. Ne plus voir, pour une enfant déjà instable, n'est pas seulement un handicap physique, c'est une mise à l'écart totale, une coupure brutale avec ce qui rassure encore. La cécité temporaire survient sans avertissement. L'obscurité s'installe, progressive mais implacable. Pour une enfant qui n'a jamais connu la sécurité, perdre la vue revient à perdre le dernier outil de contrôle. Elle ne peut plus anticiper les gestes, les dangers, les visages. Elle dépend entièrement des voix, des sons, des odeurs. Le monde devient un espace invisible qu'il faut deviner plutôt que regarder. C'est ici que quelque chose de fondamental se met en place. Privée de la vue, Édith développe une écoute hors du commun. Chaque inflexion de voix, chaque silence, chaque respiration prend un sens démesuré. Elle apprend à lire les émotions, non pas sur les visages, mais dans les intonations. Cette compétence, forgée dans la peur et l'incertitude, deviendra plus tard l'une des clés de sa puissance expressive. Elle ne chantera jamais des mots abstraits, elle chantera des émotions qu'elle reconnaît instinctivement. La peur domine cette période, peur de ne jamais revoir, peur d'être définitivement coupée du monde, peur aussi d'être abandonnée plus facilement encore, car un enfant aveugle est un fardeau supplémentaire. Cette angoisse n'est pas formulée, mais elle imprègne chaque instant. Elle renforce une certitude intime. Rien n'est garanti, pas même les sens les plus élémentaires. Dans cette obscurité forcée, le temps change de nature. Les jours ne sont plus rythmés par la lumière, mais par les voix. Les paroles deviennent des repères. Une présence se définit par un son, une absence par un silence. Cette structuration auditive du monde s'inscrit profondément en elle. Plus tard, sur scène, elle saura instinctivement quand un public est là, quand il retient son souffle, quand il s'éloigne. Elle entendra avant de voir. La cécité temporaire n'est pas seulement une épreuve, elle agit comme une initiation involontaire. Elle oblige l'enfant à se tourner vers l'intérieur. Privée d'images, elle construit un univers mental d'une intensité rare. Les sensations prennent une dimension presque excessive. La joie, la peur, la tristesse ne sont jamais tièdes, elles sont absolues. Cette absence de demi-mesure deviendra une signature émotionnelle. Lorsque la vue revient, rien n'est plus tout à fait pareil. Voir à nouveau ne signifie pas retrouver l'innocence. Au contraire, la lumière est désormais chargée d'une menace implicite. Elle peut disparaître à nouveau. Cette conscience fragile du monde visible nourrit une forme de gravité précoce. L'enfant ne se laisse plus distraire par la surface des choses. Elle cherche ce qui se cache derrière. Cette expérience renforce également un sentiment de solitude intérieure.
Même entourée, elle se sent séparée, comme si une partie d'elle restait dans l'ombre. Cette distance invisible entre elle et les autres alimentera plus tard son rapport complexe à l'amour, une proximité intense, mais jamais totalement rassurante. Être proche ne signifie pas être à l'abri. La voix, dans ce contexte, prend une valeur presque sacrée. Elle est le lien, elle est la preuve que quelqu'un existe, qu'il est là, présent. Chanter devient progressivement plus qu'un réflexe, c'est une façon d'habiter l'espace, de le rendre moins hostile. Même avant de comprendre ce qu'est une scène, Édith comprend inextricablement que la voix peut combler le vide. Il ne s'agit pas encore d'art, ni même de conscience artistique, il s'agit d'un rapport viscéral au son forgé dans l'obscurité. Cette relation primordiale à la voix expliquera plus tard pourquoi sa technique importe moins que sa vérité. Elle ne cherche pas la perfection, elle cherche la présence. Chaque note est une manière de dire « je suis là, je vois, j'entends, je ressens ». La peur de perdre à nouveau la vue laisse une trace durable. Elle installe une urgence sourde. Tout doit être vécu intensément, maintenant, avant que cela ne disparaisse. Cette urgence, née dans l'enfance, traversera toute sa vie. Elle aimera, chantera, souffrira toujours comme si le temps était compté. Ainsi, voir sans voir devient une métaphore fondatrice. Édith apprend très tôt que l'essentiel ne passe pas par les yeux. Cette leçon, acquise dans la douleur, deviendra l'un des piliers de son pouvoir artistique. Elle saura parler à ceux qui écoutent, même les yeux fermés. Elle saura toucher sans montrer. Ce deuxième chapitre ne raconte pas une guérison miraculeuse, mais une transformation intérieure. L'enfant ne sort pas indemne de cette épreuve. Elle en sort différente, plus profonde, plus inquiète, mais aussi plus attentive au monde invisible. Ce monde-là, elle ne cessera jamais de le faire entendre. La rue comme école. La rue n'est pas un décor transitoire dans la vie d'Édith Piaf. Elle est une matrice, un lieu de formation plus exigeant que n'importe quelle académie, plus brutal que n'importe quel maître. Dans la rue, rien n'est protégé, rien n'est préparé, rien n'est acquis à l'avance. Chaque instant est une mise à l'épreuve, et chaque mise à l'épreuve laisse une trace durable. C'est là que se façonne non seulement une voix, mais une manière d'exister face aux autres. Chanter dans la rue, c'est d'abord accepter l'indifférence. La majorité passe sans s'arrêter, sans même tourner la tête. Cette indifférence n'est pas hostile, elle est simplement absorbée par ses propres urgences. Mais pour celle qui chante, elle agit comme un rappel constant. Personne ne vous doit rien. Si vous voulez être entendu, il faut créer une nécessité immédiate. Il faut suspendre le pas, interrompre la pensée, provoquer un arrêt. Cette exigence forge une intensité particulière, presque désespérée. La rue impose aussi un rapport frontal au regard. Il n'y a pas de pénombre protectrice, pas de distance scénique, les visages sont proches, parfois trop. Certains observent avec curiosité, d'autres avec méfiance, d'autres encore avec une forme de dureté. Il faut apprendre à soutenir ces regards, sans baisser les yeux, sans se justifier, sans se dissoudre. Cette confrontation développe une force intérieure paradoxale, née non pas de la confiance en soi, mais de la nécessité de tenir. Très vite, Édith comprend que la rue ne réagit pas à la performance, mais à l'authenticité. Les effets inutiles, les ornements, les démonstrations techniques n'y ont aucune valeur. Ce qui touche, c'est la sincérité nue. Une voix qui tremble peut émouvoir plus qu'une voix parfaite. Une note brisée peut arrêter plus sûrement qu'une phrase impeccable. Cette leçon, apprise dans la rudesse du quotidien, deviendra un principe fondamental de son art. La rue enseigne aussi le rythme. Non pas le rythme musical au sens académique, mais le rythme humain. Le flux des passants, les moments d'affluence, les instants de silence relatif, tout cela influence la manière de chanter. Il faut savoir commencer au bon moment, s'arrêter quand l'attention s'effrite, relancer quand un groupe se forme. Cette capacité d'adaptation permanente développe une intuition rare, presque animale, du moment juste. Dans cet environnement instable, la peur est omniprésente. Peur d'être ignoré, peur d'être chassé, peur de déranger. Mais cette peur n'est pas paralysante. Elle agit comme une tension constante qui empêche la complaisance. Chaque chanson devient un risque. Chaque prise de parole est un pari. Cette prise de risque permanente forge une relation très particulière à la voix.
elle n'est jamais utilisée à la légère. La rue apprend également la répétition. Chanter les mêmes chansons, encore et encore, face à des publics différents, oblige à renouveler l'intention. Les mots ne peuvent pas être mécaniques, ils doivent être vécus à chaque fois comme s'ils étaient prononcés pour la première fois. Cette exigence intérieure explique pourquoi, plus tard, Édith Piaf chantera toujours comme si sa vie en dépendait. Parce que dans la rue, c'était littéralement le cas. Un autre apprentissage essentiel concerne le silence. La rue n'est pas seulement bruit, elle est aussi interruption. Un passant parle plus fort, une voiture couvre la voie, un événement détourne l'attention. Il faut accepter d'être coupé, de reprendre, parfois de se taire. Cette familiarité avec l'interruption développe une humilité particulière. La voix n'est pas souveraine, elle doit composer avec le monde. Peu à peu, la rue façonne une identité. Non pas une image construite, mais une présence reconnaissable. Ceux qui passent régulièrement finissent par identifier cette petite silhouette, cette voix singulière. Une forme de reconnaissance fragile s'installe, toujours précaire, toujours menacée, mais suffisante pour nourrir l'espoir. Cette reconnaissance, gagnée sans médiation, sans institution, a une valeur inestimable. Elle ne repose sur rien d'autre que l'émotion transmise. La rue enseigne aussi la solitude active. Chanter seul, sans accompagnement, sans soutien, oblige à remplir l'espace par la seule force de la voix. Il n'y a pas de refuge possible. Cette solitude renforce une relation presque intime avec le public. Chaque personne qui s'arrête devient un interlocuteur direct, presque un confident involontaire. Cette proximité émotionnelle deviendra plus tard une marque de fabrique. Dans ce contexte, le chant cesse d'être un simple son, il devient un acte d'exposition, un acte de demande, parfois un acte de défi. Chanter dans la rue, c'est dire « écoute-moi », même si tu ne me connais pas, même si tu n'as rien demandé. Cette audace née de la nécessité développe une force de caractère exceptionnelle. Elle apprend à ne pas attendre la permission pour exister. La rue transmet également une conscience aiguë de la fragilité. Rien n'est stable. Un bon jour peut être suivi d'un jour sans rien. Une voix peut être couverte, une attention peut disparaître. Cette instabilité permanente nourrit une urgence intérieure. Il faut donner maintenant, sans réserve, sans calcul. Cette urgence deviendra l'un des moteurs les plus puissants de sa carrière. Il est important de comprendre que cette école n'enseigne pas seulement comment chanter, mais pourquoi chanter. Dans la rue, le chant n'est jamais abstrait. Il est lié à la survie, à la dignité, à la reconnaissance. Cette dimension existentielle ne disparaîtra jamais. Même au sommet de la célébrité, Édith Piaf conservera cette gravité, cette impression que chaque chanson engage quelque chose d'essentiel. La rue forge aussi une relation particulière au échec. L'échec y est quotidien, banal, presque routinier. Il ne fait pas l'objet d'une analyse prolongée, on échoue, on recommence. Cette capacité à encaisser sans se briser, à persister sans s'endurcir complètement, est rare. Elle permet de continuer malgré les refus, malgré l'indifférence, malgré la fatigue. À travers cet apprentissage rude, une certitude s'installe lentement. La voix peut traverser les barrières sociales. Elle peut toucher des inconnus, des passants pressés, des vies étrangères. Cette découverte est fondamentale. Elle ouvre la possibilité d'un avenir où la voix ne serait plus seulement un outil de survie, mais un moyen de transformation. Ce troisième bloc, donc, marque une étape essentielle dans le fil rouge de cette histoire. Après le manque et l'obscurité, la rue offre une épreuve publique, directe, sans filtre. Elle ne promet rien, mais elle révèle. Elle révèle une voix capable de s'imposer sans violence, une présence capable de retenir sans contraindre, une émotion capable de traverser le bruit du monde. Tout ce qui viendra ensuite portera la marque indélébile de cette école impitoyable. Même lorsque les projecteurs remplaceront les réverbères, même lorsque les salles remplaceront les trottoirs, la mémoire de la rue restera inscrite dans chaque silence, dans chaque note tenue, dans chaque tremblement. La rue n'aura pas seulement appris à Édith Piaf à chanter, elle lui aura appris à ne jamais chanter pour rien. Être découverte. La rue, aussi formatrice soit-elle, ne donne pas de statut. Elle forge, elle éprouve, elle affine, mais elle ne promet aucune sortie.
Pendant longtemps, Edith chante sans horizon clair, portée uniquement par la nécessité immédiate. Et puis, un jour, sans annonce spectaculaire, sans mise en scène, quelque chose bascule. Non pas parce qu'elle est devenue meilleure, mais parce que quelqu'un, enfin, écoute autrement. Être découverte n'est pas un instant magique figé dans le temps, c'est un choc de monde. D'un côté, une jeune femme façonnée par l'instabilité, la survie, la rue. De l'autre, un univers structuré, codifié, avec ses règles, ses attentes, ses illusions. La rencontre entre ces deux réalités n'est ni douce ni évidente. Elle est tendue, presque dangereuse, car elle exige une transformation sans garantir la fidélité à soi-même. Ce moment de bascule repose sur un regard différent. Pas un regard attendri, pas un regard charitable, mais un regard qui perçoit un potentiel brut. Quelqu'un comprend que cette voix n'est pas seulement émouvante dans l'instant, mais qu'elle peut porter plus loin, toucher plus large, durer. Cette reconnaissance n'est pas encore une consécration, c'est une promesse fragile. Pour Edith, cette reconnaissance est profondément ambivalente. Elle apporte une chance inespérée, mais elle fait aussi naître une peur nouvelle, celle de ne pas être à la hauteur. Dans la rue, l'échec est immédiat et sans conséquences durables. Ici, l'échec peut fermer des portes, il peut être définitif. Cette pression est inconnue et donc terrifiante. Être découverte signifie aussi être regardée autrement. La voix n'est plus seulement une voix, elle devient un objet d'analyse, d'évaluation, de projection. On ne l'écoute plus seulement pour ce qu'elle fait ressentir, mais pour ce qu'elle pourrait devenir. Cette projection extérieure crée une distance nouvelle entre l'artiste et son propre chant. Elle doit apprendre à composer avec des attentes qui ne viennent plus seulement d'elle. La transformation commence par des ajustements. On parle de répertoire, de posture, de diction. On cherche à canaliser, à structurer, parfois à lisser. Pour une voix née dans l'urgence et la sincérité brute, ces tentatives peuvent sembler violentes. Il y a un risque réel, perdre ce qui faisait la force originelle. Edith ressent confusément ce danger. Elle accepte les conseils, mais résiste instinctivement à tout ce qui l'éloigne de sa vérité intérieure. Ce moment marque aussi la fin d'une certaine innocence. Être découverte, c'est entrer dans un monde où les relations ne sont plus uniquement humaines, mais aussi professionnelles. Les intentions se mélangent, l'admiration côtoie l'intérêt, la bienveillance n'est jamais totalement désintéressée. Pour quelqu'un qui a grandi dans l'instabilité affective, cette ambiguïté est particulièrement déstabilisante. Pourtant, quelque chose en elle comprend que cette opportunité est unique. Elle sait, sans pouvoir l'expliquer, qu'elle ne pourra pas revenir en arrière. La rue restera une origine, mais elle ne sera plus un avenir. Cette conscience crée une tension intérieure profonde. Comment avancer sans trahir ce qui a été construit dans la douleur et l'authenticité? Être découverte implique aussi une première confrontation avec la notion de public abstrait. Jusqu'ici, le public avait des visages, des regards, des corps présents. Désormais, on parle de salles, de spectateurs inconnus, d'audiences invisibles. Cette abstraction est déroutante. Comment chanter pour quelqu'un que l'on ne voit pas? Comment conserver l'intimité quand la distance s'installe? La réponse d'Edith n'est pas intellectuelle, elle est instinctive. Elle refuse de modifier son rapport émotionnel au chant. Même lorsqu'elle se produit dans des cadres plus formels, elle continue de chanter comme si chaque personne était devant elle, à portée de voix. Cette fidélité à l'expérience de la rue deviendra l'un des piliers de sa singularité. Être découverte, c'est aussi accepter de dépendre. Dépendre de décisions, de contrats, de choix qui ne sont plus entièrement les siens. Cette dépendance réactive des peurs anciennes, peur d'être abandonné, peur d'être utilisé, peur de perdre le contrôle. Ces peurs ne disparaîtront jamais vraiment, elles s'inscrivent dans sa trajectoire comme une ombre persistante. Dans cette phase, Edith commence à comprendre que le talent ne suffit pas. Il faut résister, durer, se protéger sans se fermer. Cet équilibre est extrêmement fragile. Beaucoup se perdent à ce moment précis, étouffés par les attentes ou déformés par les compromis. Ce qui sauve Edith, c'est son lien viscéral à la voix. Elle ne la considère pas comme un outil interchangeable, mais comme une extension de son être.
Ce passage de l'anonymat à la reconnaissance initiale n'est pas une ascension linéaire, c'est une zone de turbulence. Chaque pas en avant implique une perte. Perte de liberté, perte de simplicité, perte de l'insouciance relative de la rue. Mais chaque perte ouvre aussi un champ nouveau, celui de la transmission à plus grande échelle. Être découverte, au fond, c'est être mise à nu différemment. La rue exposait le corps et la voix au regard immédiat. Le monde du spectacle expose l'âme à une interprétation permanente. Édith sent confusément que sa vie ne lui appartient plus tout à fait. Cette dépossession partielle nourrira plus tard ses excès, ses douleurs, mais aussi son intensité artistique hors norme. Ce 4e bloc s'inscrit pleinement dans le fil rouge de cette histoire. Après la formation dans le manque, l'obscurité et la rue, la découverte représente le seuil, celui où la survie laisse place à la possibilité du destin. Mais un destin exige un prix, et Édith Piaf commence, sans le savoir encore, à le payer dès cet instant. Devenir Piaf. À partir du moment où la reconnaissance devient possible, une autre transformation s'impose, plus profonde encore que l'entrée dans le monde du spectacle. La construction d'un personnage. Ce processus n'est ni artificiel, ni totalement conscient. Il ne s'agit pas d'inventer une identité de toute pièce, mais de condenser une vie, une voix et une douleur en une figure immédiatement reconnaissable. Devenir Piaf, ce n'est pas se masquer, c'est se réduire à l'essentiel, parfois jusqu'à la brûlure. Le nom lui-même agit comme une mue. Il efface une partie de l'enfance tout en la figeant dans un symbole. Piaf évoque quelque chose de petit, de fragile, presque insignifiant. Ce choix n'est pas anodin. Il transforme la vulnérabilité en signature. Là où d'autres cherchent à masquer leurs failles, Édith accepte de les placer au centre. Elle ne nie pas sa petitesse, elle la revendique. Et cette revendication change tout. Avec le nom vient l'image. Non pas une image luxueuse ou séduisante au sens classique, mais une silhouette épurée, presque austère. Le corps n'est pas mis en valeur pour sa beauté, mais pour ce qu'il porte. La sobriété vestimentaire agit comme un cadre qui concentre l'attention sur la voix. Rien ne doit distraire de l'essentiel. Cette économie visuelle, héritée inconsciemment de la rue, devient un choix artistique fort. Devenir Piaf, c'est aussi accepter que la personne privée commence à s'effacer derrière la figure publique. Ce glissement est progressif mais irréversible. Les attentes se cristallisent autour de ce que représente Piaf, et non autour de la femme elle-même. Cette dissociation crée une tension permanente. D'un côté, la nécessité d'être fidèle à l'image, de l'autre, le besoin vital d'exister en dehors d'elle. Cette tension est d'autant plus violente que l'image repose sur une sincérité extrême. Piaf est attendue là où la douleur est réelle, là où l'émotion est à vif. Elle ne peut pas tricher, car toute fausse note émotionnelle serait immédiatement perçue. Ainsi, le personnage exige de la femme qu'elle continue à ressentir intensément, même lorsque cela la détruit. Le succès devient alors un piège subtil. Il récompense ce qui fait mal. Le public ne demande pas seulement des chansons, il demande une expérience émotionnelle. Chaque apparition est attendue comme une confession. Cette attente enferme progressivement l'artiste dans un rôle précis, celui de la femme qui souffre et qui chante sa souffrance. Sortir de ce cadre serait risquer de décevoir. Rester dedans, c'est s'y consumer. Devenir Piaf signifie également perdre une forme d'anonymat intérieur. Les émotions personnelles cessent d'être privées. Elles deviennent matière artistique, parfois avant même d'être comprises par celle qui les vit. Une peine n'a plus le temps de se transformer en souvenir, elle doit immédiatement devenir chanson. Cette accélération constante empêche toute cicatrisation durable. Pourtant, il serait faux de voir dans cette transformation une simple aliénation. Édith trouve aussi dans Piaf une structure, une cohérence, presque une protection paradoxale. Le personnage lui offre un cadre dans lequel sa sensibilité extrême peut s'exprimer sans se dissoudre complètement. Sur scène, elle sait qui elle est. Hors scène, l'incertitude demeure. Le rapport au public se modifie également. Il n'est plus seulement direct comme dans la rue, mais ritualisé.
La scène impose une distance physique, mais la voix continue de créer une proximité émotionnelle intense. Piaf ne parle pas à la foule. Elle parle à chacun, individuellement. Cette capacité à maintenir l'intimité dans la distance devient l'un de ses pouvoirs les plus remarquables. À mesure que la figure de Piaf s'impose, les attentes se figent. On attend d'elle qu'elle soit toujours elle-même sans jamais changer. Cette injonction contradictoire est lourde à porter. Comment rester fidèle à une image figée alors que la vie continue, que les blessures s'accumulent, que le corps fatigue? Cette question restera sans réponse claire, mais elle nourrira une grande partie de ses excès et de ses tourments. Devenir Piaf, c'est aussi accepter que chaque échec soit amplifié. Là où une femme ordinaire peut tomber dans l'oubli, Piaf chute sous le regard de tous. La fragilité qui faisait sa force artistique devient une faiblesse publique. Chaque faux pas est interprété, commenté, parfois jugé. Cette exposition permanente renforce une solitude déjà profonde. Il est essentiel de comprendre que Piaf n'est pas un masque cynique. Elle ne joue pas un rôle dans le sens théâtral. Elle se donne entière, sans filtre, jusqu'à l'épuisement. Cette générosité radicale explique à la fois son impact immense et son autodestruction progressive. Elle ne sait pas doser, elle ne sait pas se préserver. Donner, pour elle, signifie tout donner. Dans ce 5e bloc, le fil rouge se précise encore plus. La fragilité initiale, loin d'être corrigée par le succès, est institutionnalisée. Elle devient la base même de l'identité artistique. Ce qui était une nécessité de survie devient une exigence esthétique. Ce glissement est fascinant, mais dangereux. Devenir Piaf, en définitive, c'est accepter une forme de sacrifice. Sacrifice de la simplicité, sacrifice de la séparation entre vie et art, sacrifice parfois de la santé émotionnelle. Mais c'est aussi accéder à une forme de vérité rare, celle d'une voix qui ne ment pas, parce qu'elle ne sait pas mentir sans se trahir. À partir de ce moment, il n'y a plus de retour possible. La femme et la figure sont désormais liées de manière indissociable. Chaque joie, chaque douleur, chaque peur alimente le mythe en construction. Et ce mythe, porté par une voix brisée mais indomptable, commence à dépasser l'individu pour toucher quelque chose d'universel. Chanter la douleur. À ce stade de son parcours, Édith Piaf ne chante plus seulement pour exister ni pour être reconnue. Elle chante parce que quelque chose en elle ne peut plus rester silencieux. La douleur, longtemps diffuse, longtemps contenue, trouve dans la voix un passage direct. Ce n'est pas un choix esthétique réfléchi, mais une conséquence logique de tout ce qui a précédé. La souffrance n'est plus un accident de parcours, elle devient un langage. Ce qui distingue profondément Piaf de beaucoup d'autres interprètes, ce n'est pas le thème de la douleur en soi. Beaucoup chantent la peine, la perte ou l'amour malheureux. Ce qui la rend unique, c'est la manière dont la douleur traverse la voix sans être transformée en décor. Elle n'est pas mise à distance, elle n'est pas embellie, elle n'est pas intellectualisée. Elle est là, brute, parfois presque inconfortable à entendre. Et c'est précisément cela qui bouleverse. Sa voix porte les traces du vécu. Elle n'est pas lisse, elle n'est pas stable. Elle semble parfois au bord de la rupture, comme si chaque note pouvait se briser à tout instant. Cette fragilité vocale n'est pas une faiblesse technique, elle est une signature émotionnelle. Le public ne perçoit pas seulement une chanson, mais un état intérieur en train de se dire. La voix devient le lieu même de l'expérience. Chanter la douleur implique une prise de risque permanente. Il n'y a pas de distance protectrice entre l'artiste et ce qu'elle exprime. Chaque interprétation ravive quelque chose de personnel, parfois de très ancien. La scène ne permet pas l'oubli, elle exige la répétition. Dire encore et encore ce qui fait mal peut devenir une forme d'épuisement profond. Mais pour Piaf, ne pas le dire serait encore plus destructeur. Cette manière de chanter transforme radicalement la relation au public. L'auditeur n'est pas placé en position de simple spectateur, il devient témoin. Témoin d'une vulnérabilité offerte sans garantie de retour. Cette exposition crée un lien intense, presque dérangeant. Certains se sentent bouleversés, d'autres mal à l'aise, mais rares sont ceux qui restent indifférents. La voix oblige à ressentir, même malgré soi.
La douleur chantée par Piaf n'est pas spectaculaire, elle n'est pas théâtrale au sens classique, elle est contenue, parfois presque retenue. Cette retenue donne paradoxalement encore plus de force à l'émotion. Chaque silence, chaque respiration devient chargée de sens. Le non-dit pèse autant que les mots. Cette économie expressive, héritée de la rue, confère à ces interprétations une densité exceptionnelle. Il est essentiel de comprendre que cette douleur n'est pas seulement liée à des événements précis, elle est structurelle. Elle vient d'un rapport au monde forgé dans l'instabilité, la peur de l'abandon et l'urgence affective. Chanter la douleur pour Piaf, c'est mettre en forme une manière d'être au monde. Ce n'est pas un thème passager, c'est une constante. Cette constance a un prix. Plus la douleur devient le cœur de l'expression artistique, plus il devient difficile de s'en extraire dans la vie privée. Les frontières s'estompent. La scène ne libère pas entièrement, elle prolonge. Après avoir chanté, la charge émotionnelle ne disparaît pas. Elle laisse une fatigue profonde, parfois une forme de vide. Pour compenser, Piaf cherchera souvent l'intensité ailleurs, dans les relations, dans les excès, dans tout ce qui peut faire taire momentanément la sensation de manque. Pourtant, malgré cette spirale potentiellement destructrice, la douleur chantée a aussi une dimension réparatrice. Elle permet une reconnaissance mutuelle. Le public ne vient pas seulement écouter une voix exceptionnelle, il vient entendre sa propre fragilité résonner. Beaucoup se reconnaissent dans cette manière de dire l'amour, la perte, l'abandon. Piaf ne parle pas d'une position de supériorité, mais d'égalité émotionnelle. Elle ne console pas, elle partage. Cette capacité à transformer une expérience personnelle en expérience universelle est l'un de ses plus grands pouvoirs. La douleur cesse d'être isolante, elle devient un point de rencontre. Dans la salle, chacun peut se sentir moins seul. Cette fonction presque cathartique du chant explique l'attachement profond du public. On ne se contente pas d'admirer Piaf, on a besoin d'elle. Cependant, ce rôle de porteuse de douleur collective est lourd à porter. Il enferme l'artiste dans une fonction précise. On attend d'elle qu'elle continue à souffrir, ou du moins de donner l'impression de souffrir pour continuer à émouvoir. Cette attente implicite peut devenir une prison. Comment aller mieux quand votre valeur artistique repose sur votre capacité à dire le mal? Piaf ne théorise pas ce dilemme, elle le vit. Elle continue à chanter avec la même intensité, parfois au détriment de sa propre préservation. La voix devient un lieu de passage où tout doit transiter, même ce qui devrait rester intime. Cette absence de filtre explique à la fois la force inégalée de ses interprétations et l'usure rapide de son équilibre intérieur. Dans sa manière de chanter la douleur, il n'y a jamais de cynisme. Elle ne manipule pas l'émotion, elle s'y abandonne. Cet abandon total crée une impression de vérité absolue. Même ceux qui ne comprennent pas les mots ressentent quelque chose. La voix dépasse la langue, elle touche directement le corps de l'auditeur. Ce sixième bloc approfondit encore le fil rouge de cette histoire. La fragilité initiale, devenue identité artistique, se transforme maintenant en langage central. La douleur n'est plus seulement subie, elle est transmise. Mais cette transmission n'est pas neutre, elle engage entièrement celle qui la porte. Chanter la douleur, pour Piaf, n'est ni une stratégie méditée, ni une posture d'aventure. C'est une nécessité intérieure, presque une fatalité. Tant que la voix se lève, la douleur trouve un sens. Mais lorsque la voix se tait, que reste-t-il? Cette question, encore sourde à ce stade, commencera bientôt à se faire plus pressante. Ainsi, la voix brisée ne devient pas seulement un symbole esthétique, elle devient un lieu de vérité radicale, où la vie, avec ses blessures et ses manques, se dit sans protection. C'est ce courage émotionnel extrême qui bouleverse le monde. Et c'est aussi ce courage qui, lentement, commence à consumer celle qui le porte. L'amour comme vertige. À mesure que la voix d'Édith Piaf gagne en puissance et en reconnaissance, l'amour prend une place de plus en plus centrale dans sa vie. Non pas comme un refuge paisible, mais comme une expérience extrême, instable, presque dangereuse. Chez elle, aimer ne signifie jamais partager tranquillement. Aimer signifie se jeter sans filet, s'exposer entièrement, accepter la chute comme une possibilité permanente. Cette manière d'aimer ne naît pas du succès, elle plonge ses racines bien plus loin, dans l'enfance marquée par l'abandon et l'insécurité affective. Pour Piaf, l'amour est à la fois une promesse de réparation et une menace. Il peut combler le vide, mais il peut aussi l'agrandir brutalement. Cette ambivalence crée un rapport passionnel, souvent excessif, où l'intensité est recherchée presque autant que la présence.
Lorsqu'elle aime vite et fort. Il n'y a pas de phase d'observation prudente, pas de calcul. L'autre devient immédiatement essentiel. Cette fusion rapide donne l'impression d'une évidence absolue, comme si la rencontre était la réponse attendue depuis toujours. Mais cette intensité initiale contient déjà sa propre fragilité. Plus l'attachement est fort, plus la peur de la perte est écrasante. La peur de l'abandon ne quitte jamais Piaf. Même aimée, elle doute. Même entourée, elle craint la solitude. Cette insécurité affective génère une tension constante dans ses relations. Elle demande beaucoup, parfois trop, non pas par caprice, mais par angoisse. Aimer devient une lutte silencieuse pour ne pas être laissé de côté, pour ne pas redevenir invisible. Cette dynamique affective se reflète directement dans son art. Les chansons d'amour ne sont jamais légères, elles portent toujours une gravité sous-jacente, une conscience aiguë de la fin possible. Même dans la joie, il y a une ombre, même dans l'élan, il y a une urgence. Chanter l'amour, pour Piaf, c'est déjà anticiper la séparation. Ces relations sont souvent marquées par une dépendance émotionnelle réciproque. Elle donne tout, mais attend aussi tout en retour. Cette exigence crée parfois une pression difficile à supporter pour ses partenaires. Certains s'éloignent, d'autres tentent de suivre, mais peu peuvent réellement soutenir cette intensité sur la durée. Chaque rupture, chaque éloignement réactive des blessures anciennes et renforce le sentiment de vulnérabilité. Il est important de comprendre que l'amour, chez Piaf, n'est pas seulement un sentiment privé, il est une source directe de création. Les émotions vécues nourrissent immédiatement la voix, les mots, l'interprétation. Il n'y a pas de délai, pas de transformation lente. La douleur amoureuse devient presque instantanément matière artistique. Cette proximité entre vie et art amplifie tout sans jamais permettre de repos. L'amour agit aussi comme un révélateur de ses contradictions intérieures. Elle cherche la sécurité, mais s'attache souvent à des figures instables. Elle désire être rassurée, mais est attirée par le risque. Cette répétition n'est pas consciente, mais elle est constante. Elle reproduit, dans ses relations adultes, les déséquilibres émotionnels de l'enfance, comme si elle tentait de les réparer en les revivant. Dans ce contexte, la jalousie, la peur, l'angoisse prennent parfois des proportions démesurées. Non pas parce que l'amour est faible, mais parce qu'il est trop fort. Chaque silence devient inquiétant, chaque distance est interprétée comme un signe de rupture imminente. Cette hypervigilance émotionnelle épuise autant celles qui aiment que ceux qui sont aimés. Pourtant, malgré la souffrance, Piaf ne renonce jamais à l'amour. Elle pourrait se protéger, se fermer, choisir la distance, mais elle refuse. Aimer reste pour elle une nécessité vitale, au même titre que chanter. Sans amour, la voix perdrait une partie de sa raison d'être. L'un nourrit l'autre dans un cercle à la fois fécond et destructeur. Le public perçoit cette authenticité affective. Les chansons d'amour touchent parce qu'elles ne sont pas imaginées, elles sont vécues. Elles portent la trace d'expériences réelles, de nuits sans sommeil, de peurs muettes, d'élans irrépressibles. Cette vérité émotionnelle crée une identification profonde. Beaucoup reconnaissent dans sa voix leurs propres vertiges amoureux. Mais ce rôle de porteuse de l'amour souffrant a un coût. À force de vivre chaque relation comme une question de survie, l'usure s'installe. Le corps fatigue, l'esprit s'épuise. Les blessures s'accumulent sans jamais vraiment cicatriser. L'amour, censé réparer, devient parfois une source supplémentaire de douleur. Ce 7e bloc s'inscrit pleinement dans le fil rouge du récit. Après la douleur existentielle et la souffrance chantée, l'amour apparaît comme une tentative de réponse. Une réponse intense, sincère, mais instable. Il offre des sommets émotionnels, mais aussi des abîmes. Et dans ces abîmes, la voix trouve encore de nouvelles profondeurs à explorer. L'amour comme vertige n'est donc pas un thème secondaire, ni un simple décor romantique. Il est un moteur central, un accélérateur d'émotions, un révélateur de fragilité. Il pousse Piaf à se dépasser, mais il la met aussi constamment en danger. Entre l'élan et la chute, elle continue d'avancer portée par cette conviction intime « mieux vaut aimer jusqu'à se perdre que ne plus ressentir du tout ». Ce vertige, elle l'accepte, elle le choisit encore et encore, parce qu'au fond, pour elle, vivre sans intensité serait une autre forme de disparition. Le succès et la cage dorée. Lorsque le succès s'installe durablement dans la vie d'Édith Piaf, il ne ressemble en rien à une libération simple. Il ne dissipe ni les peurs anciennes, ni les fragilités construites au fil des années. Au contraire,
Il les rend plus visibles, plus aiguës, parfois plus dangereuses. Ce qui, de l'extérieur, apparaît comme une consécration éclatante, se révèle de l'intérieur comme une cage subtilement refermée. Le succès transforme d'abord le rapport au temps. Les journées ne sont plus dictées par l'instinct ou la nécessité immédiate, mais par des obligations, des engagements, des attentes. Les tournées, les répétitions, les apparitions publiques s'enchaînent sans laisser de véritable espace de récupération. Pour quelqu'un qui a toujours vécu dans l'urgence émotionnelle, cette accélération constante devient épuisante. Il n'y a plus de pause possible sans culpabilité. Avec la reconnaissance vient une nouvelle forme de solitude. Autour d'elle, les visages se multiplient, mais peu regardent encore la femme derrière la voix. Beaucoup voient l'icône, la figure publique, le symbole. Cette admiration, aussi sincère soit-elle, crée une distance. Être admiré n'est pas être comprise. Être acclamé n'est pas être soutenu. Piaf ressent cette différence avec une acuité douloureuse. Le succès impose aussi une répétition. Le public attend ce qu'il connaît déjà, ce qu'il aime, ce qui l'a bouleversé la première fois. Cette attente crée une tension permanente entre fidélité et enfermement. Comment continuer à être vrai sans se répéter ? Comment évoluer sans trahir l'image qui a fait naître l'attachement ? Chaque choix artistique devient un dilemme. La scène, autrefois lieu de survie et d'expression brute, devient un espace ritualisé. Les projecteurs remplacent la lumière incertaine de la rue, mais l'exigence demeure. Chaque performance est scrutée, comparée, commentée. L'erreur, autrefois absorbée par le flux anonyme des passants, devient désormais un événement. Cette exposition permanente renforce une pression intérieure déjà intense. Dans cette cage dorée, la voix reste le seul espace de liberté réelle. Sur scène, Piaf peut encore dire ce qu'elle ressent, sans détour. Mais cette liberté est paradoxale. Elle est attendue. Le public veut être touché, bouleversé, parfois même secoué. Il attend la douleur, l'intensité, la vérité nue. Ainsi, la sincérité devient une obligation. Ne pas donner assez serait décevoir. Donner trop est épuisant. Le succès modifie également le rapport au corps. Le corps devient un instrument soumis à des contraintes sévères. Il doit tenir, malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré l'usure. Piaf, qui a toujours entretenu une relation difficile avec son propre corps, le pousse sans ménagement. La voix doit passer, coûte que coûte. Le corps devient secondaire, presque sacrifiable. Cette logique de dépassement constant nourrit une spirale dangereuse. Pour tenir, pour continuer à donner cette intensité attendue, elle cherche parfois des échappatoires, non pas par goût de l'excès, mais par nécessité de survivre à la pression. Le succès, loin de stabiliser, amplifie les déséquilibres existants. Il offre des moyens, mais ne résout rien. Le regard du public évolue aussi. L'admiration peut se teinter d'exigence, voire de possession. On attend d'elle qu'elle soit toujours disponible, toujours à la hauteur, toujours fidèle à l'image projetée. La moindre faiblesse est interprétée, parfois jugée. Cette perte de contrôle sur son propre récit renforce un sentiment d'aliénation. Dans cette cage dorée, la peur de chuter devient omniprésente. Plus on est haut, plus la chute semble menaçante. Piaf, qui n'a jamais connu la sécurité, vit ce succès avec une angoisse sourde. Rien n'est jamais acquis. Chaque triomphe contient déjà la possibilité de la perte. Cette peur empêche toute détente véritable. Même dans les moments de gloire, l'inquiétude demeure. Pourtant, malgré cette pression écrasante, Piaf ne renonce pas. Elle continue, parce que la scène reste le seul lieu où elle se sent pleinement elle-même. Hors scène, le doute domine. Sur scène, tout s'aligne. La douleur trouve un sens, la voix trouve sa raison d'être. Cette dépendance à la scène devient absolue. Elle ne chante plus seulement pour le public, mais pour se maintenir debout. Le succès apporte aussi une responsabilité nouvelle, celle de représenter quelque chose de plus grand que soi. Piaf devient un symbole, une voix qui dépasse l'individu. Cette dimension collective donne un sens profond à son travail, mais elle ajoute aussi un poids supplémentaire. Elle ne porte plus seulement sa propre histoire, mais celle de tous ceux qui se reconnaissent en elle. Dans cette période, le fil rouge de la fragilité transformée en puissance atteint une intensité maximale. Le succès ne corrige pas la brisure initiale, il l'expose au grand jour. La voix brisée devient une voix universelle.
Mais plus elle touche loin, plus elle coûte cher à celle qui la porte. La cage dorée n'est pas faite de contraintes visibles, elle est faite d'attentes, d'obligations implicites, de regards permanents. Il est difficile de s'en extraire, car elle est construite sur l'amour du public. Comment refuser ce qui vous a donné une raison d'exister? Comment poser des limites sans trahir ceux qui vous écoutent? Ce 8e bloc montre ainsi que le succès, loin d'être une fin heureuse, est une épreuve supplémentaire. Une épreuve plus subtile, plus insidieuse, mais aussi exigeante que la rue. Piaf a appris à survivre dans le manque, elle doit maintenant apprendre à survivre dans l'abondance. Et cette leçon est peut-être la plus difficile de toutes. Car dans cette cage dorée, une question commence à se poser, de plus en plus pressante. Combien de temps peut-on continuer à donner sans se perdre entièrement? Cette question, encore silencieuse, prépare déjà les fractures à venir. La guerre et les choix. Lorsque la guerre s'installe dans le quotidien, elle ne se contente pas de redessiner les frontières politiques. Elle pénètre les consciences, les relations, les gestes les plus ordinaires. Pour Édith Piaf, cette période représente une épreuve d'une nature différente, mais tout aussi déstabilisante que celle déjà traversée. La fragilité individuelle se heurte alors à une fragilité collective. Le monde entier semble vaciller et chacun est sommé de choisir, parfois sans disposer de toutes les clés. La guerre impose d'abord un climat d'incertitude permanente. Les repères disparaissent, les règles changent, la peur devient diffuse mais constante. Pour quelqu'un qui a grandi dans l'instabilité, cette atmosphère n'est pas entièrement nouvelle. Pourtant, l'échelle est différente. Il ne s'agit plus seulement de survivre individuellement, mais d'exister dans un monde où la violence est devenue structurelle. Dans ce contexte, la place de l'artiste est profondément ambiguë. Chanter, est-ce divertir quand il faudrait résister? Se taire, est-ce renoncer à ce qui donne du sens? Chaque décision semble chargée d'une portée morale immense. Piaf ne dispose pas d'un cadre clair pour agir. Elle avance à tâtons, guidée plus par l'instinct que par une idéologie structurée. La scène, autrefois lieu d'expression personnelle, devient un espace politiquement chargé. Chaque apparition publique est observée, interprétée, parfois instrumentalisée. Le simple fait de continuer à chanter peut être perçu de multiples façons contradictoires. Pour certains, c'est une forme de consolation nécessaire, pour d'autres, une compromission. Cette ambiguïté crée une pression supplémentaire, d'autant plus lourde qu'elle ne peut être dissipée par des explications simples. Piaf n'est pas une stratège politique, elle ne raisonne pas en termes de discours ou de symboles abstraits. Son rapport au monde est viscéral, émotionnel. Face à la guerre, elle réagit d'abord en tant qu'être humain. Elle voit la peur, la perte, la détresse autour d'elle. Et fidèle à ce qu'elle a toujours été, elle répond par la voix. Chanter devient un acte de présence dans un monde qui se désagrège. Cependant, cette présence n'est jamais neutre. La guerre transforme chaque geste en choix, même involontaire. Continuer à se produire, c'est accepter d'évoluer dans un système contraint, surveillé, parfois manipulé. Refuser, c'est risquer l'effacement, voire pire. Piaf se retrouve ainsi confrontée à des dilemmes sans solution parfaite. Elle doit naviguer dans une zone grise, où la pureté morale est impossible. Ce qui la guide, une fois encore, c'est le lien direct avec les individus. Elle ne pense pas en termes de masse ou de causes abstraites, mais en termes de visage, de voix, de regard. Chanter pour ceux qui souffrent lui semble plus juste que se taire par principe. Cette logique, profondément humaine, ne la protège pas des jugements ultérieurs, mais sur le moment, elle agit selon ce qu'elle peut supporter intérieurement. La guerre exacerbe également ses propres peurs. La peur de perdre, déjà omniprésente dans sa vie affective, prend une dimension nouvelle. La mort n'est plus une abstraction lointaine, elle est partout, dans les conversations, dans les absences, dans les silences. Cette proximité constante avec la fin renforce l'urgence qui traverse déjà son art. Chaque chanson semble porter une gravité supplémentaire, comme si elle devait dire l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce contexte tendu, la voix prend une fonction presque vitale. Elle ne guérit pas, elle ne sauve pas, mais elle accompagne. Elle rappelle une humanité partagée dans un monde fragmenté.
Pour beaucoup, entendre Piaf, c'est retrouver un instant de continuité émotionnelle, une sensation de normalité fragile. Cette fonction de lien devient centrale dans son rapport à la scène pendant la guerre. Mais cette période laisse aussi des traces profondes. Les choix faits dans l'urgence, sans recul possible, seront plus tard examinés, discutés, parfois contestés. Piaf, elle, avance sans se retourner. Elle n'a jamais eu le luxe de la certitude morale absolue. Elle agit, puis porte les conséquences. Cette manière d'exister, forgée dans l'enfance, se prolonge ici avec une intensité dramatique. La guerre renforce également une forme de lucidité sombre. Les illusions tombent. Les promesses de stabilité, déjà fragiles, disparaissent complètement. Piaf comprend que rien n'est garanti, ni la paix, ni la reconnaissance, ni même la vie. Cette conscience aiguë de la précarité renforce encore son refus de la tiédeur. Si tout peut s'arrêter à tout moment, alors il faut vivre, aimer et chanter sans réserve. Cette période accentue également son isolement intérieur. Même entourée, même admirée, elle porte seule le poids de ses décisions. Il n'y a pas de manuel pour traverser une guerre en tant qu'artiste. Chaque pas est un pari. Cette solitude décisionnelle nourrit une fatigue morale profonde qui s'ajoute à l'usure physique déjà présente. Pourtant, malgré l'ombre omniprésente, Piaf ne cesse de croire en la puissance de la voix, pas comme arme idéologique, mais comme présence humaine irréductible. Dans un monde où tant de choses sont confisquées, contrôlées, détruites, la voix reste un espace de liberté fragile mais réel. Tant qu'elle peut chanter, quelque chose résiste. Ce 9e bloc marque une inflexion majeure dans le fil rouge de cette histoire. La fragilité individuelle, déjà exposée par le succès, se confronte désormais à une fragilité collective. Piaf ne porte plus seulement sa propre douleur, mais celle d'un monde blessé. Cette charge supplémentaire alourdit encore le poids qu'elle porte sur scène. La guerre ne transforme pas Piaf en héroïne, ni en figure idéalisée. Elle la révèle dans toute sa complexité, avec ses contradictions, ses intuitions, ses limites. Elle agit comme elle a toujours agi, au plus près de ce qu'elle ressent, sans filtre, sans protection. Cette fidélité à elle-même lui permet de traverser la période, mais elle en sortira marquée pour jamais. Lorsque la guerre s'achève, rien ne revient vraiment à la normale. Les blessures sont là, visibles ou invisibles. Les choix faits continuent de résonner. Et Piaf, une fois encore, avance portant en elle une expérience supplémentaire de perte, de peur et de lucidité. Sa voix, déjà brisée, gagne une profondeur nouvelle, nourrie par cette traversée du chaos. Ainsi, la guerre n'est pas un simple contexte historique dans son parcours. Elle est une épreuve existentielle, un moment où chaque geste compte, où chaque silence pèse. Et dans ce monde fragmenté, la voix d'Édith Piaf continue de s'élever, fragile et obstinée, comme un rappel que l'humain persiste même au cœur de la nuit. Corps détruit, voix intacte. À mesure que les années passent, une fracture de plus en plus visible s'installe entre le corps et la voix d'Édith Piaf. Là où la voix continue de porter, de toucher, de bouleverser, le corps, lui, commence à céder. Cette dissociation devient l'un des traits les plus marquants de la dernière partie de sa trajectoire. Comme si la voix refusait d'obéir aux limites physiques, comme si elle s'acharnait à survivre là où le corps ne suit plus. Le corps de Piaf n'a jamais été un refuge. Dès l'enfance, il est associé à la vulnérabilité, à la maladie, à la douleur. Mais avec le temps, les épreuves s'accumulent et laissent des traces durables. Accidents, souffrances chroniques, fatigue extrême, le corps devient un terrain de lutte permanente. Chaque geste coûte, chaque déplacement pèse, chaque montée sur scène exige un effort considérable. Pourtant, malgré cette dégradation progressive, la voix demeure. Elle ne faiblit pas de la même manière. Elle conserve cette capacité à transmettre une émotion brute, directe, presque violente. Ce contraste est frappant pour ceux qui la voient de près. Le corps semble fragile, parfois presque brisé, mais dès que la voix s'élève, quelque chose se redresse. L'espace se transforme. La présence est intacte. Cette résistance de la voix n'est pas magique, elle est le résultat d'un lien viscéral entre l'expression et la survie. Pour Piaf, chanter n'est pas une activité parmi d'autres, c'est un acte vital. Tant que la voix fonctionne, elle existe pleinement. Le corps peut souffrir, vaciller, s'effondrer après coup, mais sur le moment, tout est suspendu à cette nécessité intérieure.
Cette logique pousse Piaf à dépasser sans cesse ses propres limites. Elle refuse de renoncer, de ralentir, de s'économiser. Chaque concert est abordé comme s'il pouvait être le dernier. Cette intensité extrême renforce l'impact émotionnel de ses performances, mais elle accélère aussi l'usure. Le corps n'a plus le temps de récupérer. Il devient un outil sollicité jusqu'à l'épuisement. La douleur physique n'est jamais absente. Elle accompagne les déplacements, les répétitions, les moments de repos eux-mêmes. Mais sur scène, elle est mise à distance, presque niée. La voix prend le dessus. Elle devient un espace où la souffrance se transforme en énergie expressive. Ce mécanisme est à la fois admirable et dangereux. Il permet de continuer, mais il empêche toute véritable guérison. Le public, de son côté, perçoit cette fragilité. Loin de diminuer l'attachement, l'intensifie. Voir une artiste continuer à chanter malgré la souffrance crée une admiration teintée d'inquiétude. La performance devient un acte de courage. Mais cette admiration peut aussi devenir une pression supplémentaire. On applaudit la résistance, parfois sans mesurer le coût réel de cette persévérance. Pour Piaf, il n'est pas question de se plaindre. La plainte n'a jamais fait partie de son rapport au monde. Elle a appris très tôt que la douleur n'arrête pas le temps. Elle avance donc, fidèle à cette logique implacable, tant que la voix est là, il faut l'utiliser. Cette fidélité à la voix dépasse toute considération de confort ou de sécurité. Cette période accentue également un rapport presque sacrificiel à la scène. Monter sur scène malgré la douleur devient une forme de défi lancé au corps, comme si renoncer serait accepter une forme de disparition. La voix, en revanche, incarne la continuité. Elle prouve que tout n'est pas perdu, que quelque chose de vivant subsiste malgré l'usure. Il est important de noter que cette dissociation entre le corps et la voix renforce encore la dimension mythique de Piaf. Aux yeux du public, elle devient presque irréelle. Comment une voix peut être si puissante quand le corps semble si fragile ? Cette question nourrit la légende, mais elle masque aussi la réalité de l'effort, de la souffrance, du prix payé en silence. Dans l'intimité, cependant, les conséquences sont lourdes. La fatigue est constante, les moments de repos sont rares. La douleur isole, elle limite les échanges, réduit l'énergie disponible pour autre chose que la scène. La vie personnelle se contracte autour de la performance. Tout ce qui n'est pas lié à la voix devient secondaire, parfois inaccessible. Ce déséquilibre crée une dépendance encore plus forte à la scène. Puisque le corps souffre de toute façon, autant que la souffrance ait un sens. Chanter permet de donner une raison à la douleur. Sans la scène, la souffrance serait nue, absurde. Avec la scène, elle devient transformation, partage, émotion transmise. Cette logique explique pourquoi Piaf continue, même lorsque tout devrait l'arrêter. Dans ce 10e bloc, le fil rouge atteint un point critique. La fragilité initiale, transformée en puissance artistique, se heurte désormais aux limites physiques. La voix semble vouloir triompher du corps, mais ce combat n'est pas sans conséquences. Chaque victoire est temporaire, chaque performance rapproche aussi de l'épuisement total. Et pourtant, malgré tout, la voix continue de s'élever. Elle porte encore cette vérité brute, cette intensité sans compromis. Elle rappelle que pour Piaf, l'essentiel ne réside jamais dans le confort ou la longévité, mais dans l'acte de dire, ici et maintenant, ce qui doit être dit. Corps détruit, voix intacte. Cette formule n'est pas une métaphore facile, elle décrit une réalité vécue, une tension permanente entre la finitude physique et l'élan intérieur. Tant que la voix répond, Piaf avance. Mais cette résistance a un coût, et ce coût commence à peser de plus en plus lourd sur le reste de sa vie. Ce bloc prépare ainsi les étapes suivantes, où la question ne sera plus seulement de continuer à chanter, mais de comprendre ce que signifie aimer, transmettre et affronter la fin lorsque le corps ne suit plus, mais que la voix, obstinément, refuse encore de se taire. Aimer jusqu'à se perdre. À ce stade de sa vie, Édith Piaf ne cherche plus l'amour comme une promesse d'équilibre. Elle le cherche comme on cherche de l'air quand on manque de souffle. Le corps souffre, la fatigue s'accumule, la conscience de la fragilité devient quotidienne. Dans ce contexte, l'amour n'est plus un simple élan du cœur, il devient une tentative désespérée de se sentir encore vivante, encore reliée. Les relations de cette période sont marquées par une intensité presque fébrile. Aimer signifie s'accrocher, parfois au-delà du raisonnable. La peur de la solitude, déjà ancienne, se fait plus pressante à mesure que le corps faiblit. Être seul face à la douleur devient insupportable. L'autre est alors investi d'une fonction immense, celle de soutenir, de rassurer, de donner un sens à la lutte quotidienne.
Cette attente est lourde à porter pour ceux qui entrent dans sa vie. Piaf donne beaucoup, mais elle demande aussi énormément. Elle ne supporte pas la tiédeur, ni la distance émotionnelle. Chaque silence est interprété comme une menace. Chaque absence ravive l'angoisse de l'abandon. Cette hypervigilance affective transforme l'amour en terrain instable, où la passion et la peur s'entremêlent sans cesse. Pourtant, il serait réducteur de voir dans ces relations une simple dépendance. Piaf aime sincèrement, profondément. Elle admire, elle protège, elle encourage. Elle se montre généreuse, parfois même excessive. Mais cette générosité totale laisse peu de place à la respiration. L'amour devient un engagement absolu, sans échappatoire possible. Dans cette phase de sa vie, l'amour est aussi intimement lié à la création. Les émotions vécues nourrissent directement la voix. Chaque relation apporte une matière nouvelle, une nuance différente à l'expression. La joie, lorsqu'elle existe, est intense mais brève. La douleur, en revanche, s'installe plus durablement. Et cette douleur, encore une fois, trouve sa place sur scène. Le paradoxe est cruel. Ce qui alimente l'art fragilise la vie. Ce qui donne de la force à la voix épuise le corps et l'esprit. Piaf est consciente, au moins partiellement, de ce cercle dangereux, mais elle ne sait pas faire autrement. Se protéger émotionnellement lui semblerait équivalent à se trahir artistiquement. Elle préfère le risque à l'anesthésie. À mesure que le temps passe, la conscience de la fin se rapproche. Sans être formulée clairement, elle est présente, diffuse, constante. Cette proximité avec la mort modifie le rapport à l'amour. Il n'y a plus de patience, plus de demi-mesure. Chaque relation est vécue comme potentiellement ultime. Cette urgence donne une intensité bouleversante aux liens, mais elle les rend aussi fragiles. Aimer jusqu'à se perdre signifie aussi accepter de se dissoudre partiellement dans l'autre. Piaf a toujours eu du mal à maintenir des frontières claires entre elle et ce qu'elle aime. Dans cette période, cette difficulté s'accentue. L'autre devient un point d'ancrage, parfois au prix de l'effacement de soi. Cette dynamique crée un déséquilibre profond qui finit souvent par conduire à la rupture. Les ruptures, lorsqu'elles surviennent, sont dévastatrices. Elles ne sont jamais simplement tristes, elles sont vécues comme des effondrements. Chaque séparation réactive toutes les pertes passées, toutes les absences anciennes. La douleur n'est jamais neuve, elle est cumulative. Et pourtant, malgré ces blessures répétées, Piaf ne renonce pas à aimer. Cette persistance révèle quelque chose d'essentiel. L'amour, pour elle, n'est pas un luxe ni une option, il est une condition de survie émotionnelle. Même lorsqu'il fait mal, il vaut mieux que le vide. Cette logique, forgée dans l'enfance, traverse toute sa vie sans jamais se démentir. Dans le regard du public, ces amours passionnés renforcent le mythe. On y voit la confirmation d'une vie vécue sans retenue, sans compromis. Mais derrière cette image, il y a une immense fatigue. Aimer ainsi demande une énergie considérable, énergie qui se fait de plus en plus rare. Chaque engagement laisse des traces plus durables. Cet 11e bloc s'inscrit dans la continuité directe du précédent. Le corps faiblit, la voix résiste, et l'amour devient un dernier rempart contre la disparition intérieure. Mais ce rempart est instable, il protège autant qu'il expose, il réchauffe autant qu'il brûle. Aimer jusqu'à se perdre n'est pas pour Piaf une posture romantique, c'est une réalité vécue, douloureuse, parfois destructrice, mais aussi profondément humaine. Elle ne cherche pas la sagesse ni la modération, elle cherche l'intensité, la vérité, la présence, quitte à se perdre en chemin. Ce choix, répété encore et encore, prépare les étapes suivantes de son parcours, car à force de donner, d'aimer, de chanter sans se ménager, une question devient inévitable. Que reste-t-il à transmettre lorsque l'énergie s'épuise, lorsque le temps se fait rare, lorsque la fin commence à se dessiner plus nettement? Transmettre la flamme. À mesure que la fatigue s'installe durablement et que la conscience du temps qui reste devient plus aiguë, Édith Piaf commence à déplacer son regard. Sans jamais renoncer à la scène, elle sent pourtant qu'une autre nécessité émerge, celle de transmettre. Non pas comme un projet pédagogique structuré, mais comme un geste instinctif, presque vital. Transmettre devient une manière de prolonger la voix au-delà de son propre corps. Cette impulsion ne naît pas d'un désir de postérité abstraite. Piaf n'a jamais été obsédée par l'idée de laisser une trace au sens académique. Ce qui la motive est plus immédiat, plus humain.
Elle reconnaît chez d'autres des fragilités semblables aux siennes, des voix encore brutes, des sensibilités à vif. Elle se reconnaît dans ses débuts hésitants, dans cette urgence d'exister par la voix. Et cette reconnaissance appelle une réponse. Transmettre pour elle ne signifie pas enseigner une technique. Elle ne croit pas aux recettes ni aux méthodes standardisées. Ce qu'elle transmet, c'est une attitude, une exigence de vérité, une fidélité absolue à l'émotion vécue. Elle encourage ceux qu'elle soutient à ne pas tricher, à ne pas se protéger excessivement, même si cela comporte des risques. Cette transmission est exigeante, parfois rude, mais profondément cohérente avec ce qu'elle a toujours incarné. Dans cette relation aux autres artistes, Piaf adopte une posture « transmettre la flamme ». À mesure que la fatigue s'installe durablement et que la conscience du temps qui reste devient plus aiguë, Édith Piaf commence à déplacer son regard. Sans jamais renoncer à la scène, elle sent pourtant qu'une autre nécessité émerge, celle de transmettre. Non pas comme un projet pédagogique structuré, mais comme un geste instinctif, presque vital. Transmettre devient une manière de prolonger la voix au-delà de son propre corps. Cette impulsion ne naît pas d'un désir de postérité abstraite. Piaf n'a jamais été obsédée par l'idée de laisser une trace au sens académique. Ce qui la motive est plus immédiat, plus humain. Elle reconnaît chez d'autres des fragilités semblables aux siennes, des voix encore brutes, des sensibilités à vif. Elle se reconnaît dans ses débuts hésitants, dans cette urgence d'exister par la voix. Et cette reconnaissance appelle une réponse. Transmettre pour elle ne signifie pas enseigner une technique. Elle ne croit pas aux recettes ni aux méthodes standardisées. Ce qu'elle transmet, c'est une attitude, une exigence de vérité, une fidélité absolue à l'émotion vécue. Elle encourage ceux qu'elle soutient à ne pas tricher, à ne pas se protéger excessivement, même si cela comporte des risques. Cette transmission est exigeante, parfois rude, mais profondément cohérente avec ce qu'elle a toujours incarné. Dans cette relation aux autres artistes, Piaf adopte une posture paradoxale. Elle peut se montrer protectrice, presque maternelle, mais aussi extrêmement exigeante. Elle ne supporte pas la facilité ni la complaisance. Elle attend des autres ce qu'elle s'impose à elle-même, une application totale. Cette exigence n'est pas toujours facile à recevoir, mais elle est profondément formatrice. Transmettre la flamme, c'est aussi accepter de ne plus être seul au centre. Pour quelqu'un qui a toujours occupé l'espace par nécessité, cette évolution est significative. Elle commence à partager l'attention, à orienter le regard vers d'autres voies. Ce déplacement ne diminue pas sa propre intensité, il l'inscrit dans une continuité plus large. La voix ne s'éteint pas, elle se propage. Cette transmission s'inscrit également dans un rapport apaisé, quoique lucide, à la finitude. Piaf sent que son corps ne pourra pas soutenir éternellement le même rythme. La douleur, la fatigue, les limites physiques imposent une réalité incontournable. Transmettre devient alors une manière de lutter contre l'effacement, non pas en s'acharnant, mais en laissant quelque chose circuler. Il y a aussi dans ce geste une forme de réparation. En aidant d'autres artistes à trouver leur voix, Piaf répare symboliquement ce qu'elle n'a jamais reçu, un soutien stable, un cadre bienveillant au moment où tout commence. Elle offre ce qu'elle a dû conquérir seule. Cette générosité n'efface pas les blessures passées, mais elle leur donne un sens nouveau. La relation à ces jeunes voix est profondément émotionnelle. Piaf s'attache, parfois trop. Elle projette, espère, croit. Chaque réussite est vécue comme une victoire partagée. Chaque échec est ressenti comme une blessure personnelle. Cette implication totale montre à quel point transmettre n'est pas pour elle un acte détaché, mais un engagement affectif à part entière. Dans cette période, le regard du public évolue subtilement. Piaf n'est plus seulement la voix solitaire qui porte la douleur, elle devient aussi une figure de passage, un lien entre générations. Cette dimension ajoute une profondeur nouvelle à son image. Elle n'est plus uniquement celle qui exprime, elle est celle qui permet à d'autres d'exprimer à leur tour. Transmettre la flamme, c'est aussi accepter de voir l'autre prendre sa place, parfois même briller différemment. Cette acceptation n'est pas toujours simple. Elle suppose de renoncer à une centralité exclusive. Mais Piaf comprend que la voix,
en tant que vérité émotionnelle, ne lui appartient pas. Elle circule, elle se transforme, elle survit aux ceux qui la portent. Ce geste de transmission n'est exempt de contradictions. Elle encourage les autres à se donner sans réserve, tout en sachant le prix que cela coûte. Elle transmet à la fois une force et une fragilité. Mais cette ambiguïté fait partie intégrante de son héritage. Elle ne propose pas une voie sûre, mais une voie vraie. Dans le fil rouge de cette histoire, ce 12e bloc marque un déplacement essentiel. Après avoir tout donné à la scène, à l'amour, à la douleur, Piaf commence à penser en termes de continuité. Non pas pour se rassurer, mais parce que l'élan intérieur le réclame. La flamme qu'il a portée ne doit pas s'éteindre avec elle. Transmettre devient ainsi une autre manière de chanter, une manière silencieuse, moins visible, mais tout aussi engagée. La voix ne se limite plus à ce qui sort de sa gorge, elle se prolonge dans celles et ceux qu'elle aide à se révéler. Et dans ce geste, Piaf trouve une forme de sens nouveau, fragile mais profond, face à l'approche inévitable de la fin. Ce bloc prépare naturellement la suite du récit, car transmettre, c'est aussi reconnaître que le temps se resserre. Et lorsque la fin commence à être perçue non plus comme une abstraction, mais comme une présence proche, une autre question s'impose. Comment chanter, comment vivre, lorsque l'on sait que chaque instant compte davantage que jamais? Chanter face à la mort. À ce stade de son existence, la mort n'est plus une idée lointaine ni une abstraction philosophique pour Édith Piaf. Elle est devenue une présence diffuse, constante, presque familière. Elle ne se manifeste pas par une batte ou une annonce précise, mais par une accumulation de signes. La fatigue qui ne disparaît plus, la douleur qui s'installe durablement, la conscience aiguë des limites du corps. Face à cette réalité, Piaf ne se détourne pas. Elle regarde droit devant elle, comme elle l'a toujours fait. Chanter face à la mort ne signifie pas la défier bruyamment ni la nier. Cela signifie continuer à dire, avec la même intensité, ce qui mérite d'être dit. La voix devient alors un espace de lucidité extrême. Il n'y a plus de place pour le superflu, ni pour les demi-vérités. Chaque chanson doit porter l'essentiel, car le temps de l'accessoire est révolu. Dans cette période, la relation à la scène se transforme subtilement. Elle n'est plus seulement un lieu de combat ou de dépassement, mais un espace de témoignage. Piaf ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Elle n'a plus besoin de convaincre. Elle chante parce que c'est encore possible, parce que tant que la voix répond, il y a quelque chose à transmettre. La proximité de la fin modifie profondément l'interprétation. Les mots prennent un poids nouveau, les silences deviennent plus longs, plus chargés. La voix, déjà marquée par la fragilité, semble parfois suspendue au bord du silence. Cette tension crée une émotion particulière, presque palpable. Le public sent confusément que quelque chose se joue au-delà de la performance habituelle. Il n'y a pas de pathos recherché. Piaf ne dramatise pas la mort, elle ne la met pas en scène, elle l'intègre comme une donnée de l'existence. Cette sobriété rend ses interprétations encore plus bouleversantes. Chanter face à la mort, pour elle, c'est continuer à affirmer la valeur de chaque émotion, de chaque instant vécu. La peur n'a pas disparu, elle est là, parfois muette, parfois plus vive, mais elle n'est plus paralysante. Elle est intégrée au chant. La voix ne cherche pas à rassurer, elle accepte l'inconnu. Cette acceptation donne à ses performances une profondeur rare. Elles ne promettent rien, elles constatent, elles partagent, elles accompagnent. Dans l'intimité, cette période est marquée par une lucidité douloureuse. Piaf sait qu'elle ne pourra pas éternellement repousser les limites. Elle sait aussi que la voix elle-même pourrait un jour se taire. Cette conscience renforce une urgence intérieure. Chaque chant compte, chaque moment de présence est précieux. Il n'y aura pas de répétition générale. Cette lucidité modifie également le rapport au public. Le lien devient encore plus direct, presque silencieux. Il n'y a plus de séduction, plus de distance. La voix s'adresse à l'humain, simplement. Elle ne cherche pas l'admiration, mais la rencontre. Cette qualité de présence transforme la scène en un espace presque intime, malgré la foule. Chanter face à la mort, c'est aussi faire la paix avec certaines contradictions. Piaf ne cherche plus à résoudre ce qui ne peut l'être. Elle accepte ses excès, ses erreurs, ses blessures. Il n'y a plus de justification,
plus de défense. Cette acceptation donne une forme de sérénité fragile mais réelle. La voix se fait plus nue, plus essentielle. Cette période révèle une dimension presque spirituelle de son art, sans jamais basculer dans le discours religieux ou abstrait. Il s'agit d'une spiritualité incarnée, ancrée dans le vécu, dans la chair, dans la voix. Chanter devient un acte de présence au monde, jusqu'au bout. Le public, même sans connaître les détails, ressent cette intensité particulière. Les performances de cette période sont souvent décrites comme inoubliables, non pas pour leur virtuosité, mais pour leur vérité. On n'y assiste pas à un spectacle, on y partage un moment de vie, fragile et précieux. Dans le fil rouge de cette histoire, ce 13e bloc marque un tournant décisif. Après la transmission, après l'usure du corps, vient le temps de la confrontation consciente avec la fin. Mais cette confrontation n'est pas un effondrement, elle est une affirmation silencieuse. Tant que la voix existe, la vie continue de se dire. Chanter face à la mort, pour Piaf, n'est pas une posture héroïque, c'est une fidélité à ce qu'elle a toujours été. Elle a chanté pour survivre, pour aimer, pour souffrir, pour transmettre. Elle chante maintenant pour accompagner le temps qu'il reste, sans illusion, mais sans renoncement. Ce bloc prépare les derniers moments de ce parcours, car après avoir regardé la mort en face, une dernière question se pose. Que devient une voix qui dépasse définitivement le corps qui l'a portée? Comment une présence peut-elle survivre à sa propre disparition? C'est vers cette transformation ultime que l'histoire s'achemine désormais. Une voix plus forte que le corps. À ce moment du récit, il devient évident que la voix d'Édith Piaf ne se mesure plus aux capacités physiques de celle qui la porte. Le corps est fatigué, diminué, parfois presque absent, mais la voix, elle, continue d'exister avec une intensité qui semble défier toute logique. Ce décalage crée une impression troublante, presque irréelle, comme si la voix avait acquis une autonomie propre, comme si elle ne dépendait plus entièrement de la chair. Sur scène, cette dissociation est palpable. Le public voit la fragilité, la lenteur des gestes, la fatigue inscrite dans le corps. Mais dès que la voix s'élève, quelque chose bascule. L'espace se transforme, le temps semble suspendu. La faiblesse physique disparaît derrière une présence sonore qui remplit tout. Cette métamorphose instantanée fascine autant qu'elle bouleverse. Il ne s'agit pas d'une performance héroïque au sens classique. Piaf ne cherche pas à impressionner par la force ou l'endurance. Elle ne cache pas sa fragilité. Au contraire, elle l'expose pleinement. Et c'est précisément cette transparence qui donne à la voix une puissance accrue. La voix ne triomphe pas malgré la faiblesse, elle la traverse. Dans cette période, chaque apparition publique prend une dimension particulière. On ne vient plus seulement écouter une chanteuse exceptionnelle, on vient assister à un moment rare, fragile, peut-être unique. Cette conscience partagée entre l'artiste et le public crée une tension émotionnelle intense. Chacun sait, sans que cela soit dit, que ces instants sont précieux. La voix devient alors un lieu de concentration absolue. Il n'y a plus de dispersion possible. Chaque note est portée par une intention claire, presque dépouillée. Les ornements disparaissent au profit de l'essentiel. La voix ne cherche plus à séduire ni à convaincre, elle affirme simplement sa présence, ici et maintenant. Cette épuration renforce encore l'impact émotionnel. Le moindre tremblement, la moindre respiration devient signifiante. Le public n'écoute plus seulement les mots, mais tout ce qui les entoure. Le silence entre les phrases prend une importance nouvelle. Il n'est plus un vide, mais un espace chargé d'attente et de respect. Pour Piaf, chanter dans cet état n'est pas un acte de défi, mais de fidélité. Fidélité à ce qu'elle a toujours fait, dire vrai. Même lorsque le corps proteste, même lorsque la fatigue est écrasante, elle refuse de trahir cette exigence intérieure. La voix est ce qui reste lorsque tout le reste s'effrite. Elle devient un point d'ancrage, une preuve que quelque chose demeure intact. Cette période accentue encore la dimension mythique de sa présence. Aux yeux de beaucoup, Piaf semble déjà appartenir à un autre temps, presque à un autre monde. La voix paraît détachée de la contingence matérielle. Elle devient symbole, incarnation d'une intensité humaine qui dépasse les limites ordinaires. Mais derrière cette image, il y a une réalité beaucoup plus fragile et douloureuse. Chaque performance a un coût.
L'effort demandé au corps est immense. La récupération est lente, parfois incomplète. Mais Piaf accepte ce prix sans le commenter. Elle a toujours vécu dans une logique où l'expression prime sur la préservation. Renoncer serait, à ses yeux, une forme de disparition anticipée. Le public, conscient de cette fragilité, écoute autrement. Il n'y a plus de consommation passive de la musique. Il y a une forme de recueillement. Applaudir devient un geste chargé de reconnaissance, presque de gratitude. On ne célèbre pas seulement une artiste, mais une présence qui continue de se donner malgré tout. Dans cette phase ultime, la voix acquiert une dimension presque testamentaire. Chaque chanson semble contenir un adieu implicite, sans jamais tomber dans la déclaration explicite. Piaf ne dit pas au revoir, elle chante, et dans ce chant, chacun peut entendre ce qu'il est prêt à entendre, la douleur, la beauté, la faim ou simplement la vie qui insiste. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette voix plus forte que le corps n'est pas une négation de la finitude, elle en est l'acceptation active. La voix ne prétend pas durer éternellement, elle affirme seulement sa valeur tant qu'elle existe. Cette attitude donne à ces derniers moments une intensité presque insoutenable. Dans le fil rouge de cette histoire, ce 14e bloc représente l'ultime affirmation. Après la confrontation avec la mort, après la transmission, voici le temps où la voix dépasse définitivement les limites physiques. Elle devient mémoire en train de se créer, trace vivante d'une existence donnée sans retenue. Il ne reste plus qu'un pas à franchir, celui où la voix, une fois le corps silencieux, continue de résonner ailleurs, autrement, là où l'artiste cesse d'être une présence vivante pour devenir un mythe, une référence, une empreinte durable dans la mémoire collective. C'est vers cette transformation finale que l'histoire se dirige désormais, dans son dernier mouvement. Devenir mute. Lorsque le corps finit par se taire, quelque chose d'inattendu se produit. La voix d'Édith Piaf ne disparaît pas, elle change de nature. Elle quitte le registre de la présence physique pour entrer dans celui de la mémoire collective. À cet instant précis, Piaf cesse d'être uniquement une femme, une artiste, une voix incarnée, elle devient un mythe. Non pas un mythe figé, lointain ou idéalisé, mais un mythe vivant, constamment réactivé par l'écoute. Devenir mythe ne signifie pas être embelli ou simplifié. Au contraire, ce qui frappe dans la persistance de Piaf, c'est la complexité intacte de ce qu'elle laisse derrière elle. La fragilité n'est pas effacée, la douleur n'est pas adoucie, les excès, les failles, les contradictions demeurent perceptibles. Le mythe ne gomme pas l'humain, il l'amplifie. La voix, désormais détachée du corps, continue de porter une charge émotionnelle intacte. Ceux qui l'écoutent ne perçoivent pas une relique du passé, mais une présence étonnamment actuelle. Les mots, les silences, les respirations traversent le temps sans perdre leur force. La voix ne vieillit pas, elle ne se fatigue plus, elle continue de dire ce qu'elle a toujours dit. L'amour, la perte, l'abandon, l'urgence de vivre. Ce phénomène tient à une vérité simple. Piaf n'a jamais chanté pour un contexte précis, elle a chanté des états humains fondamentaux. La solitude, la peur d'être quitté, le besoin d'aimer jusqu'au bout, la douleur du manque. Ces expériences ne sont pas datées, elles traversent les générations, les cultures, les époques. Ainsi, la voix trouve toujours de nouvelles oreilles prêtes à l'entendre. Devenir mythe, c'est aussi perdre le contrôle définitif de son image. Piaf n'est plus là pour corriger, expliquer, nuancer. Chacun projette sur elle ce dont il a besoin. Pour certains, elle incarne la force née de la souffrance. Pour d'autres, la tragédie d'une vie brûlée trop vite. Pour d'autres encore, la preuve qu'une voix peut contenir une vie entière. Toutes ces lectures coexistent, parfois se contredisent, mais elles participent toutes à la vitalité du mythe. Le mythe Piaf n'est pas celui d'une réussite lisse. Il ne promet pas le bonheur en échange du talent. Il ne raconte pas une ascension triomphale sans coup. Au contraire, il rappelle que la création véritable engage tout l'être, parfois jusqu'à l'épuisement. Cette vérité dérangeante est précisément ce qui rend le mythe crédible. Il ne console pas, il éclaire. Dans la mémoire collective, Piaf devient une référence émotionnelle. Sa voix sert de point d'ancrage dans les moments de doute, de rupture, de perte. Elle accompagne les chagrins, mais aussi les élans de courage. Elle ne donne pas de solution, mais elle offre une reconnaissance. Elle dit
Vous n'êtes pas seul à ressentir cela, et cette reconnaissance suffit souvent à apaiser. Devenir mythe, c'est également entrer dans une forme de transmission infinie. Chaque génération découvre Piaf à sa manière. Certains l'entendent pour la première fois sans connaître son histoire, d'autres plongent dans son parcours pour comprendre d'où vient cette intensité. Mais tous rencontrent à un moment ou un autre cette même vérité brute qui traverse la voix. Il est frappant de constater que le mythe Piaf ne repose pas sur une image de perfection. Il repose sur l'acceptation radicale de l'imperfection. La voix tremble, se brise, se relève. Elle ne cache rien. Cette honnêteté absolue crée une confiance immédiate avec l'auditeur. On croit à cette voix parce qu'elle ne prétend pas être autre chose que ce qu'elle est. Dans ce dernier mouvement, le fil rouge de l'histoire se referme avec cohérence. La fragilité initiale, née dans le manque, transformée en puissance artistique, puis portée jusqu'à l'extrême, trouve ici son aboutissement. Ce qui était une nécessité de survie devient une empreinte durable. La voix brisée qui a bouleversé le monde continue de le faire bien après le silence du corps. Piaf devient mythe non pas parce qu'elle a voulu l'être, mais parce qu'elle n'a jamais triché. Elle a tout donné, sans réserve, sans protection, sans calcul. Cette générosité radicale a laissé une trace que le temps n'efface pas. Le mythe n'est pas une statue, il est une vibration persistante. Et peut-être est-ce là sa plus grande victoire, avoir transformé une vie marquée par le manque, la peur et la douleur en une voix capable d'accompagner d'innombrables existences. Avoir prouvé qu'une fragilité assumée peut devenir une force universelle. Avoir laissé dans le silence qui suit une présence qui continue de parler. Ainsi s'achève cette histoire, non par une fin, mais par une continuité. Car tant qu'une voix écoute Piaf, tant qu'un cœur se reconnaît dans ce qu'elle chante, le mythe reste vivant. Et la voix, même brisée, continue de bouleverser le monde. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'au bout, de vous être laissé guider par une voix qui a transformé la fragilité en force et la douleur en vérité partagée. Si ce voyage dans la vie et l'héritage d'Édith Piaf vous a touché, si certaines émotions ont résonné en vous, alors prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Votre soutien permet à ces récits de continuer à vivre, de circuler et de trouver de nouvelles oreilles attentives. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'histoire.